Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici à l'écocentre d'Ordogne pour leur salon du livre et je suis accompagné d'Isabelle Attard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors dites-moi, j'ai vu sur votre livre que vous aviez un titre particulier, vous étiez docteur en archéozoologie. Alors c'est quoi? Alors, c'est l'étude des ossements animaux que l'on retrouve dans les sites archéologiques, dans les grottes, quelle que soit la période, à ne pas confondre avec les paléontologues qui s'occupent, eux, des ossements de dinosaures. Voilà. Alors, vous avez été député, vous, de 2012 à 2017 dans le groupe Écologie. Tout à fait. Alors là, vous avez écrit un livre, Comment je suis devenu anarchiste. Alors, comment êtes-vous devenu anarchiste? Je ne sais pas si vous avez 2 heures ou pas, ou... je ne crois pas. Donc, je vais essayer de faire court. Devenu anarchiste, en fait, c'est comment je me suis rendu compte que je l'avais toujours été. C'est plutôt ça. Mais ça ne tenait pas sur la page. Donc, j'ai fait plus court que prévu. On peut considérer que c'est mon passage à l'Assemblée qui est un accident de parcours et pas le fait de ne pas avoir été réélu. Je croyais, comme beaucoup d'entre nous, au système électoral français, dans la représentation, le fait d'avoir des personnes qui nous représentent dans les plus hautes institutions, au Sénat ou à l'Assemblée. Et puis j'ai vite compris en fait que tout ça n'était qu'un théâtre avec des gens qui brassent beaucoup d'air. Théâtre de Guignol? Oui, des rôles très codifiés. Les personnes qui parlent savent pourquoi elles parlent, mais on est juste dans l'occupation du terrain, parler de longues minutes pour son ego ou bien pour flatter son parti politique. En aucun cas, on se bat réellement pour l'intérêt général. Donc c'est ça qui est dommage. Mais j'ai surtout vite réalisé effectivement que j'étais anarchiste, et donc en tant qu'anarchiste, on ne croit pas dans ni Dieu ni maître, que le pouvoir corrompt aussi, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pas de moi, c'est John d'Albert Acton au XIXe siècle. C'est aussi ce que disait Louise Michel et comme beaucoup d'autres. J'ai vu les gens changer avec le pouvoir. C'est-à-dire que quand on vous en donne un peu, quel que soit le niveau, que vous soyez élu d'une petite commune ou bien à l'Assemblée nationale, votre perception des gens change, vous vous adressez aux personnes différemment. On s'adresse à vous différemment également. Et ça a un rôle. C'est-à-dire que je ne demande rien et on va me dire « Mais Madame la députée, qu'est-ce que vous désirez? Ou est-ce que vous voulez court-circuiter la queue, etc. » Je veux dire, la façon dont les gens s'adressent à vous a forcément un impact ensuite sur comment vous vous considérez vous-même. C'est faussé, complètement. Et il faut mettre beaucoup de garde-fous pour avoir toujours en tête qu'on se bat pour l'intérêt général et non pas pour sa petite carrière. Alors, sans faire de politique, il y a un parti, LFI, qui veut abroger la 5e République pour faire une 6e République, pour que tout le monde fasse une action collégiale. Si je suis votre raisonnement, au bout de 6 mois, il y a un qui va se dégager et il va être le dictateur. Oui, mais c'est un petit peu déjà ça. Ce que je veux dire, c'est on voit déjà qui sont les personnalités qui ont envie d'avoir un peu plus de pouvoir pour exister encore plus que les autres. Et en général, quand vous voulez exister, vous essayez de mettre la tête des autres un peu plus bas que la vôtre, surtout. Moi, je ne suis pas pour la 6e République. Je ne suis pas pour l'État du tout. Je suis pour une inversion des prises de décision. C'est-à-dire qu'on décide en local de ce qui concerne le local. Et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin de 6e République. Est-ce que ce n'est pas repousser le problème d'en haut en bas? Parce qu'en local, c'est le contraire. Il y aurait toujours un duc qui va faire sa loi. Pas quand on s'organise par rapport au principe d'écologie sociale, le principe de subsidiarité également, où entre nous on décide. C'est les règles de vivre ensemble. C'est toujours très difficile, on parle d'humain. Donc forcément, ce n'est pas évident qu'on y arrive. Ça prend du temps. Si on prend l'exemple de l'entreprise, le milieu économique, quand vous avez une coopérative qui se crée et que tout le monde est associé à la prise de décision, on peut dire, oh là là, on a passé du temps en réunion pour fixer un tarif de vente, pour fixer les conditions de travail d'un tel et d'une telle. Oui, ça prend du temps. Mais à la fin, tout le monde est impliqué et c'est nettement plus valorisant. Donc qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme système économique? Un système qui est plutôt oppressif et dominant et descendant, où à la fin vous êtes un pion et vous n'avez plus qu'à faire la tâche à laquelle vous êtes astreint,
ou bien vous faites partie de ceux qui décident, et vous prenez votre vie en main, en gros, valoriser l'émancipation. C'est pas un peu utopique tout ça? Non, c'est ce qui se fait déjà. C'est ce qui s'est déjà fait par le passé, c'est ce qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui. Alors on peut l'appeler différemment, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre aussi. On peut ne pas l'appeler anarchie, on peut l'appeler autogestion, auto-organisation, on peut dire aussi qu'on va faire collectif, avec plus d'horizontalité, etc., etc. Vous pouvez tourner autour du pot comme vous voulez, mais à chaque fois, ce sont des principes d'autogestion anarchiste. Alors, si on parlait un petit peu de Reporter, c'est une maison d'édition. Vous pouvez dire quelques mots dessus? Alors c'est surtout une co-maison d'édition, puisque Reporter est associé au Seuil pour développer cette collection de livres sur l'écologie en premier, mais l'écologie c'est vaste. Hein. Pour moi, l'anarchie, c'est être écologiste aussi et féministe aussi, donc je n'ai pas besoin d'adjectifs. Reporter, c'est surtout un journal, et de pouvoir s'appuyer sur le Seuil, je pense que ça a donné plus de visibilité à tous les livres qui ont été édités dans cette collection. Et je pense qu'il y en aura d'autres livres. Vous avez un livre en préparation? Non, pas encore, mais ça va venir. Alors aujourd'hui, donc, vous n'êtes plus député, vous êtes toujours docteur en archéozoologie. Ah oui, ça ne change pas. Et vous avez d'autres hobbies Pas de hobby, de métier. Mon métier, ce n'est pas d'être député ou docteur, c'est d'être directrice de musée. Et récemment, donc, j'ai fait le tour de cette activité au bout de 15 ans, je pense. Et puis, je vais commencer à mon compte en tant que consultante, formatrice aussi, pour sensibiliser dans les entreprises et dans les établissements scolaires à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles auxquelles on assiste et qui ne me semblent pas régresser, en tout cas. Qu'est-ce que, pour vous, il y aurait comme solution à apporter pour faire en sorte que la génération future soit moins violente envers les femmes? J'ai moins d'inquiétude sur la génération des 30-40 ans aujourd'hui que sur celle qui vient en dessous encore. Dans une dernière étude sur les 18-25 ans, on voyait beaucoup ressurgir de stéréotypes, de sexisme, etc., sur la place de la femme au sein du couple, dans les relations chez les jeunes. Donc ça m'inquiète. Et c'est dû à quoi? Je sais pas. Je sais pas si c'est... J'ai pas envie de vous faire un poncif sur les réseaux sociaux, etc., ou les influenceurs. Je pense que c'est une partie du problème. Peut-être que... L'éducation? C'est pareil, j'ai pas non plus envie de remettre la faute sur les enseignants qui ont déjà tellement de sujets à aborder, mais c'est possible. Pas forcément les enseignants. Non, mais les parents aussi sont un peu responsables aussi. Ce que les jeunes regardent, quel est leur modèle de couple. Et il y a également un autre souci, je pense, qui vient d'un questionnement sur le consentement, le fait que les jeunes filles que je rencontre aujourd'hui, qui ont entre 15 et 20 ans, n'ont pas forcément une haute opinion d'elles-mêmes ou de leur corps et acceptent un petit peu tout et n'importe quoi. Et ça m'inquiète. Ça, franchement, je pense qu'il faudrait mettre vraiment les moyens sur... alors peut-être sur l'éducation sexuelle en milieu scolaire, ce qui est prévu, ce qui est dans les tuyaux actuellement, ça m'a l'air infime. C'est infime, voilà. Pour moi, ça n'a pas d'importance, et pourtant, c'est un sujet d'importance. Et je vais essayer, donc maintenant à mon niveau, de me confronter à cette problématique. Et sous quelle forme? Eh bien, je vais intervenir dans des entreprises ou en milieu scolaire. Je vais prendre le biais de la Suède où j'ai vécu pendant 8-9 ans pour expliquer comment ça se passe justement, le féminisme en Suède. C'est mieux chez eux? C'est mieux. Dans les rapports hommes-femmes, en tout cas, c'est nettement mieux. Il y a d'autres problèmes. Hein. Aucune société n'est idéale aujourd'hui. Mais à partir de cet exemple-là, à partir de la nourriture, c'est toujours plus facile de faire passer un message avec une petite douceur. À partir de recettes suédoises, de mettre un pied dans la porte et de commencer tout doucement à expliquer ce que c'est que, par exemple, une pause café à la suédoise où on discute. On n'est pas à la machine à café en train de croiser son collègue et pour ne parler de rien. On fait des vraies pauses. Il y a un peu plus de respect, en tout cas, entre collègues. Et à partir de cet exemple-là, aller toujours un petit peu plus loin sur cette déconstruction des stéréotypes et des comportements sexistes, où qu'ils soient.
On verra si ça marche. Il faut au moins essayer. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Isabelle Attard, comment je suis devenu anarchiste aux éditions Seuil et Reporter, excusez-moi. Donc, on peut le trouver où, ce petit livre? Dans toutes les bonnes librairies, on dit. Mais dans les bibliothèques aussi. Partout. Merci Isabelle. Merci à vous. À très bientôt sur Aki Télé.